Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le 19h de Public Sénat. Voici les titres de ce mercredi 29 septembre. La France se dit soulagée malgré l'ouverture d'une procédure d'infraction pour sa politique d'expulsion des Roms. Mais l'accusation de discrimination n'est pas retenue à ce stade par la commissaire européenne Viviane Reding. Déficit, mais le gouvernement rejette toujours l'idée de rigueur et ne voit aucune hausse d'impôts poindre à l'horizon, malgré le coup de rabot sur les niches fiscales. Le tour de vis dans les dépenses de santé, en raison du trou de la Sécu, inquiète notamment les malades atteints d'affections de longue durée, comme le diabète, qui ne sera plus pris en charge à 100%. Ces Français obligés de compter pour se soigner. C'est le débat du 19h tout à l'heure avec nos invités. Notez également que Jacqueline Gouraud, qui fait son entrée dans le shadow cabinet de François Bayrou, sera également avec nous dans quelques instants. Ultimatum de la Commission européenne à Paris sur les renvois de Rome. Une procédure est donc engagée pour non-respect de la législation européenne. Paris a jusqu'à la mi-octobre pour apporter de nouvelles réponses. Ce nouvel épisode dans le bras de fer entre Paris et Bruxelles, entre Nicolas Sarkozy et Viviane Reding, la commissaire à la justice, ne semble pas ce soir inquiéter Paris. Sophie Normand. C'est pour l'heure une décision de principe, mais la menace est bien réelle. Après les récents renvois controversés de Rome, la Commission européenne rappelle à la France qu'il y a des règles à respecter. La France n'a pas transposé en droit français les garanties procédurales lors de problèmes avec la libre circulation. Donc la France n'a pas appliqué le droit européen comme il se devrait et donc nous avons décidé de lancer une procédure d'infraction contre la France. Viviane Reding souhaitait l'ouverture immédiate de la procédure. Le président de la Commission a préféré jouer l'apaisement. Paris bénéficie donc d'un sursis, 15 jours pour se conformer au droit européen. Sans ça, la France recevra une lettre de mise en demeure. Première étape qui marque le début d'une longue procédure d'infraction à la législation européenne. Paris ne sera en revanche pas poursuivi pour discrimination, mais devra fournir des informations supplémentaires. Nous demandons à la France de nous fournir les preuves, les documents de l'expulsion, les documents du passage devant le juge de toutes ces personnes qui ont été expulsées pendant l'été en France. Dans le collimateur de Bruxelles, une circulaire du ministère de l'Intérieur qui semblait viser spécifiquement l'expulsion et le renvoi des Roms. François Hollande, pour le Parti socialiste, estime que cette menace vise directement Nicolas Sarkozy. La réaction de Bruno Le Maire, le ministre de l'Agriculture et ancien secrétaire d'État aux Affaires européennes, il était notre invité tout à l'heure sur Public Sénat. Il estime que la France respecte le droit et il fustige l'Europe telle qu'elle est. Aujourd'hui, on écoute Bruno Le Maire. L'Europe que j'aime, c'est l'Europe qui a des ambitions. C'est l'Europe qui est ouverte. C'est l'Europe qui est généreuse et qui est capable de construire des politiques qui puissent enthousiasmer les citoyens européens. Moi, l'Europe qui me dit, si jamais vous ne respectez pas la règle de stabilité du pacte budgétaire, on va aller prendre l'argent de vos paysans. Désolé, je vous parle franchement, c'est pas mon truc. Bruno Le Maire qui était donc l'invité à 18h de Preuve par 3. Montée de la grogne sociale en Europe face aux mesures de rigueur. Des dizaines de milliers de manifestants aujourd'hui à Bruxelles, venus surtout de Belgique, mais aussi de France, de Pologne ou encore d'Allemagne. En Espagne aussi, aujourd'hui, des manifestations, une journée de grève en fait pour protester contre une réforme du marché du travail qui favorise le licenciement. François Baroin, le ministre du Budget, prend grand soin de préciser que nous ne sommes pas dans la situation de la Grèce, de l'Espagne ou de la Grande-Bretagne. Le ministre du Budget rejette l'idée de rigueur à l'heure de la présentation du budget. Un déficit en forte baisse, 6% programmé en 2011 pour satisfaire aux engagements européens, mais une dette qui continue de progresser. Pour la première fois l'an prochain, les intérêts que paye la France pour l'argent emprunté coûteront pratiquement autant que ce qu'elle dépense pour l'éducation nationale. Voyons ce qui va changer pour les ménages avec le budget 2011 marqué par des coupes, on le sait, dans les dépenses et les niches fiscales et sociales. Alors hausse ou non des impôts, le gouvernement s'en défend. Les explications de Claire de Buisère. Si le gouvernement fait peser l'effort fiscal à 60% sur les entreprises, au final l'impact réel sur les ménages devrait être bien plus important. Ils seront d'abord touchés directement avec les coups de rabot sur les niches fiscales.
Les jeunes mariés ne pourront plus faire de déclaration de revenus multiples pour les impôts l'année du mariage ou du Pacs. Et au-delà, 22 niches fiscales sont rabotées de 10%. Réduire ces allègements fiscaux, c'est bien faire payer plus d'impôts à ceux qui en bénéficiaient. Pourtant, le gouvernement refuse toujours de parler d'augmentation d'impôts, ce qu'affirmait déjà François Baroin devant le Sénat il y a 2 semaines. Il n'y aura pas d'augmentation des impôts. Nous avons l'un des points les plus élevés en matière de prélèvements obligatoires. Et avec ce niveau-là, il n'est pas question une seconde d'augmenter les prélèvements obligatoires. Une seule catégorie de la population paiera plus d'impôts en 2011. La tranche la plus haute de l'impôt sur le revenu passera de 40 à 41%. Les ménages paieront aussi de manière indirecte avec la hausse de la fiscalité des entreprises. Quand le gouvernement nous dit on va taxer les mutuelles, les mutuelles disent nous on va relever nos cotisations. Elles annoncent un relèvement de cotisations de 8%. Qui va payer ça? Eh bien, ce sont les ménages les plus modestes. Le débat sur ce projet de loi de finances commencera dès octobre à l'Assemblée nationale. Bonsoir Emmanuel Kessler. Bonsoir. Alors s'il y a donc débat sur la hausse ou non des impôts, un chiffre incontestable, la France renoue avec un taux sans cesse plus élevé de prélèvements obligatoires. Vous avez entendu François Baroin il y a un instant, il est démenti par les projections que publie aujourd'hui même Bercy, son propre ministère. Pourtant, en 2007, Nicolas Sarkozy s'était engagé à baisser le poids de la fiscalité avec un objectif précis. Il s'agissait de faire en sorte que la part des impôts dans la richesse nationale baisse de 4 points, non pas sur 5, mais sur 10 ans, éventuellement donc 2 quinquennats. Alors regardons où on en est justement. Les prélèvements obligatoires frôlent cette année les 42% du PIB. Et en 2011, ils devraient encore augmenter d'1 point. On atteindrait même 43,2% en 2012. Alors qu'on ne se trompe pas, ce n'est pas principalement lié à la suppression de niches fiscales, mais surtout, et ça c'est quand même une bonne nouvelle, au retour de la croissance, plus d'activité, des entreprises qui tournent mieux, un peu plus d'emplois, donc de cotisations qui rentrent, ça veut dire plus d'argent dans les caisses de l'État, ça c'est un effet mécanique. Le problème, c'est, regardez le tableau justement, c'est qu'on va retrouver donc en 2012 exactement le même niveau d'impôt par rapport au PIB, à la richesse nationale, que lorsque Nicolas Sarkozy est arrivé à l'Élysée. Alors est-ce qu'il y aurait une sorte de malédiction française, Emmanuel? Je ne sais pas, on n'arriverait pas à baisser les impôts en France? Alors c'est un débat tout à fait justifié, non pas tant parce que Nicolas Sarkozy n'aurait pas tenu une promesse, que parce que finalement, ce qui se passe, c'est le contraire de ce qu'il a soutenu. C'est-à-dire, il a dit que pour libérer de la croissance, avoir plus d'activité, ça c'est une théorie économique, il faut justement baisser les impôts pour que l'argent soit injecté dans l'économie réelle elle-même. Et nous avons un des taux d'impôt par rapport à la richesse nationale les plus élevés d'Europe, sans avoir les meilleures performances. Regardez en Allemagne, oui. Ils sont à 40% et même un peu en dessous. Et avec une croissance meilleure. La différence, elle vient d'où d'ailleurs avec l'Allemagne? Essentiellement des charges sociales qui sont plus faibles chez nos voisins, sans qu'on puisse dire d'ailleurs que la protection sociale soit sacrifiée. Et donc, il faudra regarder avec intérêt et de près ce que va rendre la Cour des comptes, qui a été missionnée justement par Nicolas Sarkozy, qui lui a demandé de comparer nos systèmes fiscaux en France et en Allemagne pour voir comment on pourrait les rapprocher. On aura alors peut-être des indications utiles pour voir comment on peut sortir de cette malédiction française. Merci Emmanuel Kessler. Le difficile examen de la réforme des retraites par la Commission des affaires sociales du Sénat. Le rapporteur UMP Dominique Leclerc a en effet soudainement retiré tous ces amendements avant de les redéposer peu après. Est-ce l'effet de la pression exercée par le ministre du Travail, Éric Woerth, qui est très présent évidemment aujourd'hui au Sénat pour que l'équilibre financier de sa réforme soit préservé? L'enquête de Bérangère Dinglat. Le geste est spectaculaire, à l'image de la tension qui règne au sein de la Commission des affaires sociales. En retirant puis en redéployant ces amendements, Dominique Leclerc a voulu montrer la volonté sénatoriale de peser sur le dossier des retraites. Ça a été un mouvement d'humeur pour qu'on soit bien d'accord entre nous sur la façon de procéder, car vous l'avez bien compris, il y a quand même une certaine, pas urgence, mais quand même obligation de faire relativement vite. Cette mini-crise au sein de la Commission a fait vivement réagir à gauche. Les socialistes dénoncent dans un communiqué un acte grave et scandaleux qui démontre une nouvelle fois que le Parlement est bafoué par l'exécutif. Les sénateurs communistes critiquent la méthode de l'UMP. Il y a quand même beaucoup j'ai l'impression, soit d'impréparation, soit de fébrilité.
Vous choisirez celui que vous voudrez. En tout cas, impréparation ou fébrilité par rapport à ce qui peut se passer dans la rue, si toutefois ici le texte allait trop dans un sens que le rapporteur souhaitait. Après avoir promis pendant des semaines que le Sénat imprimerait sa marque au texte des retraites, les sénateurs UMP sont beaucoup moins catégoriques aujourd'hui. Ils justifient l'épisode de la matinée. Il était nécessaire de lever des quiproquos, des ambiguïtés sur la rédaction des amendements. Il n'y avait ni problème politique, ni désaccord entre le gouvernement et nous. Les sénateurs l'avaient promis, le débat sur les retraites serait calme dans la Haute Assemblée. En séance, la semaine prochaine, il pourrait en être bien autrement. L'invitée première de cette édition ce soir, Jacqueline Gouraud, bonsoir. Bonsoir. Sénatrice centriste du Loir-et-Cher et membre du Shadow Cabinet, présenté aujourd'hui presque en grande pompe, j'ai envie de dire, par François Bayrou. Faut-il vous dire bonsoir, Madame la Ministre? Non, ce n'est pas la peine. Appelez-moi bonsoir, Madame la Sénatrice. Il ne faut jamais, dire des choses par anticipation, si je puis me permettre. Même pas Madame la Ministre fantôme. Ah non, non, j'aime pas le mot fantôme, parce que fantôme, ça... Non, c'est, je dirais, une équipe qui travaille pour les Français, avec les Français, pour réfléchir sur un nombre de sujets très importants, et en particulier, pour moi, sur l'éducation. On ne va pas dire Madame la Ministre, parce que ça pourrait être perçu comme une espèce d'appel à candidature au moment où on évoque un remaniement, hein, mais ça n'est pas dans l'actualité concernant les centristes. Non, ça n'est pas dans tendance. En tous les cas. Ça n'est pas dans l'actualité, mais en même temps, il faut se préparer à toute éventualité. Et en particulier, bien sûr, on sait que les échéances vont arriver très rapidement, en particulier l'échéance présidentielle. Avec la confirmation de la candidature à nouveau de François Bayrou. S'il y a du tirage dans la famille centriste, lui, au moins, il est sûr d'y aller. Écoutez, c'est ce que vous nous dites. On n'est jamais sûr d'aller à une présidentielle, parce qu'il peut se passer des tas d'événements, mais François Bayrou est potentiellement un candidat, comme il l'a déjà été, à l'élection présidentielle. Donc membre du Shadow Cabinet, Jacqueline Gouraud, c'est donc une formule d'inspiration britannique. Vous êtes en charge de quoi, donc? L'éducation. Alors, pourquoi l'éducation? Sûrement parce que j'ai été professeur pendant 25 ans, professeur d'histoire-géographie, dans de nombreux niveaux, mais en particulier dans les classes terminales. Oui. Voilà. Et je me suis toujours intéressée à l'éducation. J'ai même été élue à la région. J'étais présidente en région centre de la commission éducation, lycée, formation professionnelle. Donc, je connais bien ce domaine, même si ici, au Sénat, ça n'est sûrement pas, je dirais, ma spécialité, parce que je suis à la commission des lois. Mais parce que j'ai voulu, à un moment aussi, avoir... je dirais, une autre vision sur d'autres sujets. En particulier, je suis aussi passionnée par les collectivités territoriales, comme vous le savez, l'aménagement du territoire. De très près. Voilà, je suis très intéressée aussi par l'agriculture. Mais au fond, je dirais, ma formation, mon métier, mes anciennes fonctions électives me ramènent vers... je dirais, ce qui a été mes premiers amours. Et vous avez l'air de relever ce défi avec beaucoup d'enthousiasme et de plaisir. Mais oui. Dites-moi, votre mission, c'est quand même d'apporter la contradiction à Luc Châtel. Ça n'est pas d'apporter la contradiction. C'est bien sûr de réagir... C'est le principe du Shadow Cabinet britannique. Non, mais c'est de réagir, bien sûr, aux propositions qui sont faites, de réagir positivement ou négativement, d'ailleurs, parce qu'on n'est pas obligé de réagir uniquement négativement. Et puis, c'est aussi faire des propositions nouvelles. Et alors, il y a de quoi faire, parce qu'il y a des tas de sujets d'actualité sur la suppression des postes d'enseignants. Justement, d'un mot, est-ce que vous condamnez les réductions d'effectifs dans l'éducation nationale? Oui, non. Nous avons toujours dit, dans notre famille politique, et François Bayrou l'a dit souvent, s'il y a un secteur où il faut sanctuariser les emplois, c'est bien, je dirais, dans l'éducation nationale. Alors on va voir s'il y a eu, je ne sais pas, une sorte de photo officielle sur je ne sais quel perron lors de la présentation aujourd'hui par François Bayrou de son cabinet fantôme. On voit ça, et puis on voit quels sont vos collègues avec Aurélien Romano. Inspiré du modèle anglo-saxon, chaque membre du Shadow Cabinet a un portefeuille ministériel fictif. Marielle de Sarnez devient référente pour les affaires étrangères. Le sénateur Jean-Jacques Djegou hérite du budget. L'ex-vert Jean-Luc Benamias est en charge de la culture, la jeunesse et les sports. La sénatrice Jacqueline Gouraud s'intéresse, elle, à l'éducation.
Une équipe destinée à proposer une alternative crédible aux Français et non une machine de guerre pour 2012. Et comme je vous l'ai dit, pendant très longtemps, les Français ont eu en tête des points d'interrogation. Maintenant, ils ont des certitudes. Enfin, pour beaucoup d'entre eux. Et ils disent, non, franchement, il faut trouver autre chose. Eh bien, c'était le moment de montrer que cette autre chose, c'est un projet, mais c'est aussi une équipe. Ce shadow cabinet a même un porte-parole, Yann Verling, aussi en charge de l'environnement. L'ex-vert tiendra un point presse toutes les 2 semaines avec les membres du cabinet compétents sur les dossiers abordés. Jacqueline Gouraud, François Bayrou a rappelé solennellement ce week-end que la France méritait un gouvernement digne de ce nom. L'actuel ne l'est pas? Écoutez, on voit bien qu'il y a beaucoup de problèmes dans notre pays. Et ne serait-ce que ce qui s'est passé ce matin au Sénat à la Commission des affaires sociales montre qu'il faudrait restaurer, je dirais, la séparation des pouvoirs. Il y a l'exécutif et il y a le législatif. On évoquait tout à l'heure effectivement le rapporteur de la loi qui d'un coup d'un seul a retiré ses amendements avant de les redéposer. Quelle est votre lecture de cette... C'est la pression très forte, je ne sais pas, en tout cas de l'exécutif, oui. La pression très forte qu'on a fait sur ce sénateur que je connais bien, puisqu'il est d'un département voisin du mien, que j'ai siégé longtemps au Conseil régional avec lui, qui est un homme modéré, réfléchi, qui connaît bien le sujet. Et je pense qu'à un moment, si vous voulez, la pression a été si forte qu'il a... réagit comme il a réagi. Alors on a beau après arranger tout cela. Je crois que la première des choses qui serait agréable, c'est que le gouvernement ne prenne pas les parlementaires pour des gogos. Voilà, qu'on nous dise la vérité. J'en parlais ce matin aussi, par exemple, à propos des relations entre l'État et les collectivités territoriales. On nous annonce un gel des ressources versées aux collectivités territoriales. Je dirais, à la limite, pourquoi pas, puisque la France est en crise, qu'on a besoin de faire un effort, etc. Mais on ne dit pas, parce que vous dépensez trop ou que vous êtes trop nombreux, comme on l'a entendu lors de la réforme des collectivités territoriales. On a besoin de vérité, de transparence et de confiance. Allez, dernière question, Jacqueline Gouraud, ce shadow cabinet, j'y reviens. Oui. C'est aussi pour François Bayrou de montrer qu'il n'est pas si isolé que le disent ses adversaires, parce que finalement, là, il n'est pas tout seul, alors qu'il est souvent tout seul. Oui, on avait beau dire souvent, mais non, on est très nombreux, on a des adhérents. Ce week-end dernier, oui. Nous étions... Dans le soleil du Sud, c'est vrai. Oui, et nous étions plus de 1000 personnes rassemblées, des cadres. Donc c'est bien la preuve qu'il n'est pas seul, mais on avait toujours du mal à faire passer cette idée. Donc c'est aussi ça le message. Ça contribue aussi à cette idée. Très bien, merci Jacqueline Gouraud. On vous retrouvera régulièrement pour commenter donc la politique suivie en matière d'éducation nationale. La suite volontiers. Du 19h, notre débat, les Français qui se serrent la ceinture quand vient l'heure des soins. 9 millions de Français se sont privés de soins l'an dernier par manque d'argent. C'est ce que révèle une étude de l'UFC Que Choisir. Les nouvelles mesures pour tenter de limiter le déficit de la sécurité sociale vont peser un peu plus sur le budget des Français. Et certains médicaments, on le sait, seront moins remboursés. La prise en charge des affections de longue durée sera moins large. Les personnes atteintes de diabète, par exemple, s'inquiètent. Enquête de Flora Sauvage. Diabétique depuis 45 ans, Morissette doit faire 5 à 6 tests de glycémie par jour. Elle mesure ainsi son taux de sucre dans le sang à l'aide de bandelettes à usage unique remboursées intégralement. Avec 3 millions de diabétiques en France, ces bandelettes coûtent cher à la sécurité sociale. Le gouvernement a envisagé de ne rembourser qu'une seule bandelette par jour par patient. Si on est remboursé de moins de bandelettes par jour, comment va-t-on faire ? On se soignera moins bien. Est-ce que c'est le but de l'opération ? Finalement, le gouvernement a fait machine arrière. La prise en charge des bandelettes se fera selon un forfait défini par la Haute Autorité de Santé. J'attends les décisions et les décrets. Pour l'instant, on entend beaucoup de choses. On est très inquiets. Aussi bien les diabétiques de type 1 que les diabétiques de type 2. À l'Association française des diabétiques, on reste vigilant. Pas question de remettre en cause notre système de santé solidaire. On sait que notre système de santé est de plus en plus fragile et que tout le monde devra payer, mais nous ne voulons surtout pas que ce soit les malades qui payent en les
en les culpabilisant sous le vocable de la responsabilisation. Face aux impératifs économiques, l'Association française des diabétiques rappelle que les complications du diabète provoquent chaque année 30 000 décès, 8 000 amputations et 1 000 cécités. Autant de complications qui peuvent être limitées par un traitement quotidien. Deux invités avec nous, Claude Le Pen, professeur d'économie de la santé à Paris-Dauphine, grand spécialiste des comptes de la Sécu, et Michel Chassan, président de la Confédération des syndicats médicaux français. Ces Français qui retardent des soins, c'est un phénomène que vous constatez dans vos cabinets? C'est vrai qu'on constate qu'une partie de la population, c'est pas toute la population, mais il y a une frange effectivement de la population, et en particulier les plus fragiles, qui, du fait de la mise en place d'un certain nombre de dispositifs, comme par exemple les franchises, comme par exemple le déremboursement d'un certain nombre de médicaments, font que lorsqu'ils ont un symptôme, lorsqu'ils ont une maladie qui en apparence est bénigne, eh bien, ils évitent d'aller voir leur médecin et ils essaient d'attendre ou se soigner par eux-mêmes. Et lorsque, effectivement, ça devient un peu plus grave, eh bien, très souvent, que font-ils? Ils vont aux urgences des hôpitaux. C'est ça le problème. Ça veut dire que faire en sorte de ne pas investir suffisamment dans les soins, et en particulier dans les soins de ville, les soins de proximité, fait que les Français fréquentent les hôpitaux de plus en plus. Or, c'est strictement l'inverse qu'il faudrait faire. Ça veut dire qu'il faudrait investir davantage dans les soins de ville, dans les soins de proximité, pour faire en sorte de développer des alternatives à l'hospitalisation d'une part, et d'autre part, faciliter les retours précoces à domicile au sortir de l'hôpital. Vous êtes inquiet pour, globalement, l'état sanitaire de la population? Si une frange des jeunes, les étudiants par exemple, les populations précaires ne se soignent Oui, plus. je suis inquiet parce que dans la santé, il n'y a pas que le curatif, il y a également le préventif. Et c'est vrai que nous bénéficions et nous utilisons nos consultations, non seulement pour soigner les gens, mais aussi pour prévenir un certain nombre de maladies. Et c'est en les voyant qu'on peut prévenir les choses. C'est pas lorsqu'on les voit, lorsque le mal est fait. Donc oui, il faut faire en sorte que les Français voient plus souvent leur médecin, et en particulier leur médecin généraliste. Alors il y a Claude Le Pen, un paradoxe, puisque les dépenses de santé continuent d'augmenter, même s'il y a un tour de vis sur certains remboursements de médicaments, mais ces soins deviennent inabordables pour une partie de la population. Oui, alors, je prends très au sérieux ce que les gens ressentent, parce que je pense que c'est vrai, c'est quelque chose que les gens ressentent, mais dans les chiffres, ça ne se voit pas. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de paradoxe. Il y a un sentiment qui est un peu en contradiction avec le fait que les gens consomment de plus en plus de santé. Personne ne diminue sa consommation de santé. Que les indicateurs de santé sont bons, parmi les meilleurs, et continuent d'augmenter. Et que les gens, par ailleurs, les Français sont satisfaits de leur système de santé. Et que les Français sont, dans le sondage, encore cette semaine, qui a été publié, le sondage Europe Assistance, ont montré qu'il y avait un des taux d'adhésion au système qui est certainement un des plus forts d'Europe. Parce que les gens veulent le défendre. Alors, je pense que, voilà, et je crois que c'est surtout, si vous voulez, l'apport de l'avenir. C'est-à-dire que les gens, aujourd'hui, raisonnent sur le système actuel, plus en anticipant des choses qu'ils craignent arriver, plutôt que de se plaindre de la situation actuelle. Je crois qu'il y a effectivement une situation un peu angoissée, un peu anxiogène, sur l'idée, ça va, mais ça ne pourra aller que plus mal dans l'avenir. Mais c'est pas simplement sur la santé, je pense que c'est un sentiment un petit peu général, mais particulièrement sur la santé, cette idée que le système va au fond, que ça sera moins bien que ce que c'est aujourd'hui et que ça n'a été hier, même si encore une fois, aujourd'hui c'est plutôt mieux qu'hier, et que demain on verra, mais je trouve qu'il y a un sentiment de nature politique qui est extrêmement préoccupant, notamment en raison de ce petit écart avec la réalité. J'ajoute, si vous me permettez, que notre système, ce qui peut expliquer aussi la réalité, est en train un petit peu de se diviser en deux. C'est-à-dire que, alors qu'il était fondé sur des valeurs très universelles, on n'est pas riche, on n'est pas pauvre, on est malade. Un malade, il est ni riche ni pauvre, il est malade. On est en train aujourd'hui de voir que l'assurance maladie travaille, entre guillemets, à 65 ou 70% pour 15% de la population. C'est-à-dire qu'il y a 15% de la population, 9 à 10 millions de gens, plus les hospitalisés, donc ça va un peu plus, qui mobilisent pratiquement la grosse majorité de la dépense de santé, et qu'à côté de ça, 80 ou 85% de la population est remboursée un peu beaucoup moins bien. En disant d'un côté 100% pour 9 millions de personnes, de l'autre 50% pour le reste de la population. En moyenne, ça fait 75-80%, mais il y a ces deux sous-groupes très identifiés. Et donc, comme beaucoup de gens
peu de gens sont mieux remboursés et beaucoup de gens sont moins bien, l'opinion publique, majoritairement, ressent un petit peu ce recul. Michel Chassan. Enfin, il y a quand même deux correctifs à apporter. Le premier, c'est qu'incontestablement, le nombre d'actes effectués par les médecins, et en particulier les médecins de terrain, diminue. Hein. Oui, les volumes diminuent. Ouais. Et deuxièmement, chacun sait que c'est vrai que la prise en charge, en ce qui concerne les soins lourds et en particulier les soins hospitaliers, n'a pas varié au fil du temps, contrairement à ce que pensent les gens. En revanche, chacun sait que la prise en charge des soins de vie, elle, connaît par contre une dégradation. Et donc, oui, à partir du moment où vous mettez des franchises en place en ville, et que ces franchises, qui pour la boîte de médicaments, qui pour la consultation médicale, qui pour les soins infirmiers ou les soins kinés, toutes ces franchises-là font que, in fine, ça finit par faire beaucoup. Vous savez, 0,50 € par boîte de médicaments, ça fait faire sur la consommation de médicaments en France, je ne sais pas. Oui. Hein, non, mais je ne suis pas en désaccord avec Michel Chassan sur l'idée que nous gérons la consommation de médicaments, c'est un critère pour vous ou pas, en France. Alors, on a le record. Oui, alors ça c'est encore un paradoxe. Pendant des années, on nous a dit on est les champions du monde de la consommation pharmaceutique, c'est une rente pour l'industrie, c'est injustifié, il faut bon. Aujourd'hui, où cette consommation augmente plus faiblement, où on dérembourse des médicaments, en 99, Martine Aubry a lancé un immense plan de déremboursement de médicaments qui est allé de 99 à 2006 et où on a tout revu, tous les médicaments qui étaient remboursés et on en a déremboursé 30%. Bon, donc, et au motif que les Français étaient les champions du monde. Alors, cette idée qui n'était pas fausse, c'est retourné, et aujourd'hui, on se plaint, on ne consomme pas assez, etc. Donc, on est dans beaucoup de paradoxes. Hein. Pour revenir sur ce que disait Michel, il y a, je crois, effectivement aujourd'hui des solutions qui posent problème. C'est cet afflux à l'hôpital de gens qui utilisent l'hôpital comme un dispensaire. Hein. C'est ouvert, c'est gratuit, on y va, il y a toujours quelqu'un, alors qu'un médecin, c'est un peu plus compliqué. Donc il y a effectivement une dispensiarisation de l'hôpital, et l'activité hospitalière est beaucoup plus grande et plus forte sur les patients non hospitalisés que sur les patients hospitalisés. Le nombre de séjours et le nombre de journées est stable, alors que les consultations externes des hôpitaux augmentent. Donc aujourd'hui, l'hôpital devient un lieu de soins, comme on dit, primaire, dans notre jargon, mais il n'est pas fait pour ça. Un mot sur les ALD, comme on dit, les affections de longue durée, qui seront moins bien prises en charge. Est-ce que ça vous inquiète, ça, Michel Chassan, hein? Il y a des gens qui, eux, là, sont malades et doivent être traités en permanence. Alors, le problème, il a été soulevé par Claude Le Pen, et je suis d'accord avec lui, c'est que les soins d'assurance maladie et l'investissement d'assurance maladie est concentré sur l'hôpital et sur les affections longue durée, c'est-à-dire les malades, qui sont les plus malades, hein, légitimement, et qui sont 7 à 8 millions de Français qui donc sont pris en charge à 100% pour leurs soins, bien, à part quelques exceptions. Et cette population-là, elle mérite d'être étudiée. Parce que quand on a... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut l'étudier, il faut revoir, je pense. Il y a je dirais pas du nettoyage, mais il y a du ménage à faire à l'intérieur des affections de longue durée, c'est clair. Alors, faut-il commencer par l'hypertension artérielle, comme il en est question? Faut-il commencer par d'autres pathologies? La question est vraiment posée. Toujours est-il qu'aujourd'hui, eh bien, la répartition, puisque ça revient à ça, en fait, entre ce qui est du domaine de l'assurance maladie et ce qui est du domaine des complémentaires, dits mutuels, est certainement à revoir. Il y a là des gisements importants. J'ajoute que nous attendons depuis très longtemps une réforme du financement de l'assurance maladie et qu'on est toujours en attente, parce qu'on n'a toujours rien. Question du nouvelobs.com, notre partenaire. Renoncez-vous à des soins pour des questions d'argent? Alors on va voir ce que les internautes du Nouvel Obs ont répondu à cette question. Est-ce que vous renoncer à des soins? Eh bien oui, et là il y a une réponse incroyable, 72%, ce qui est un chiffre important. Hein, on va terminer là-dessus. Non, mais à quel soin? Moi je peux dire oui, effectivement, à une prothèse dentaire à 20 000 €, je renonce. D'accord. C'est des soins. Merci à tous les deux. Des lunettes, etc. Prochain rendez-vous avec l'info sur Public Sénat le 22h avec Sonia Babrouk, en permanence sur le fil info de publicsénat.fr. Tout de suite, question d'info avec François Hollande sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Bonsoir.